Pourquoi tu te mets à rire? J'attends ta que je question, commence? c'est comme Wow. toum. C'est vrai. Toi, tu fais... Elle n'a pas l'air de ça, mais elle fait de l'hypnotisation. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi l'hypnose? Ouais. Dans le fond, c'est comme... La façon que moi je le fais, c'est une forme de thérapie. Fait qu'un peu comme quand tu vas chez le psychologue pour parler de tes problèmes, c'est juste une autre forme de thérapie avec le mind, la conscience. Ouais. Et dans le fond, la différence, c'est qu'on travaille dans le subconscient. Fait qu'il y a 2 ou 3 niveaux de conscience, dépendamment des études. Il y a le conscient. Fait que là, en ce moment, on est genre dans le conscient. Parce qu'on est en train d'avoir une conversation où on est comme éveillé, puis on utilise la logique et tout. Ouais. Ensuite, il y a le subconscient qui est genre entre le conscient et l'inconscient. Puis il y a l'inconscient, c'est comme nos plus grands secrets, genre les trucs qui sont un peu dans notre profondeur. Fait qu'en hypnose, on va travailler dans ce niveau un peu plus profond. Fait qu'on travaille pas dans le niveau conscient. Je vais t'amener dans un état de transe, un état entre le réveil et le sommeil. Puis on va aller comme prendre une marche dans la nature. Ça ressemble à quoi une marche dans la nature? Ben, je vais te demander de... Tu sais, après les étapes où je t'amène en transe, je vais te dire que là, tu te trouves dans un endroit dans la nature. Et dépendamment de c'est quoi un endroit dans la nature pour toi, tu vas commencer à me décrire. Fait que pour certaines personnes, c'est la forêt. Pour certaines personnes, c'est la jungle. J'ai déjà eu le désert. Puis là, on va prendre une marche. Fait que là, je te dis, OK, commence à marcher, puis décris-moi comment ça se passe pour toi. Wow. Est-ce que tu as déjà eu des gens... Mais en fait, tu réponds à quoi pour ceux qui sont sceptiques par rapport à l'hypnose? Parce qu'il y a des... Par exemple, il y a quelqu'un, un de mes amis, lui, il me dit qu'il est somnambule et qu'il faut garder ce secret-là. Il m'a demandé de te poser des questions et il m'a dit, est-ce que genre ça marche vraiment? Est-ce que tu penses que tu pourrais guérir quelqu'un de somnambule avec l'hypnose? Ben, on peut pas utiliser le mot guérir. J'ai pas le droit de dire que je guéris. C'est plutôt soulager les symptômes. Fait qu'on soulage, on diminue l'intensité des symptômes. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemblerait à quoi? Par exemple, quelqu'un qui vient avec de l'anxiété, je pourrais pas te dire que je vais complètement te guérir de l'anxiété puis que tu vas plus vivre de l'anxiété, mais à travers les séances d'hypnothérapie, tu vas pouvoir gérer les symptômes de ton anxiété. Fait que dans son cas-là, il serait capable de, j'imagine, gérer son état de somnambulisme de manière inconsciente. Parce que lui, il se réveille. Il m'a dit que une fois, il était allé en vacances et il était dans un resort avec ses parents, mais ils étaient dans une chambre différente. OK. Et pendant la nuit, il était en boxeur. OK. Il s'est réveillé en état de somnambulisme. OK. Il s'est embarré en dehors de chez lui. Ses parents sont venus le sauver. No way. Oh my God. J'ai déjà entendu des histoires même pires que ça, mais est-ce qu'il a déjà suivi une forme de thérapie ou est-ce qu'il est déjà allé consulter pour ça? Ou je ne pense pas. Il m'a dévoilé en plus cette histoire récemment. Donc OK. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, ce que je dis aux gens sceptiques, c'est que tout le monde est capable d'être dans un état de transe. C'est comme, ça fait partie de notre nature, de notre biologie, c'est notre façon d'être. Tout le monde est capable de dormir, fait que tout le monde est capable d'entrer dans un état de transe. Moi, je dis toujours, tu sais, je peux bien en parler, je peux bien l'expliquer, mais il faut au moins essayer une fois pour Il faut vivre l'expérience. OK. Tu recommandes ça à qui? À tout le monde, presque tout le monde, sauf s'il y a déjà eu des gens qui ont eu des diagnostics de genre psychose ou schizophrénie. C'est des trucs un peu comme... Mais sinon, à part ça, presque tout le monde peut être apte à faire de l'hypnothérapie. Ouais. Stéphanie, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Ouais. Est-ce qu'il y a une façon spéciale que je dois me présenter? Tu peux te présenter comme tu veux. Mon nom est Stéphanie, j'ai 31 ans. Je me considère citoyen du monde parce que j'adore voyager. J'ai beaucoup voyagé dans la vie et j'aime beaucoup apprendre sur les différentes sortes de cultures, différentes façons de penser.
Mon background, c'est en psychologie au départ, pour comprendre un peu comment le mind fonctionne. Et ensuite, j'ai étudié la sociologie pour comprendre comment les humains fonctionnent en société. Puis justement, tout récemment, j'ai embarqué dans les études en hypnothérapie pour justement développer ça un peu plus loin. Puis j'adore les interactions humaines, les connexions humaines. Ouais. Et t'es de quelle culture? Je suis d'origine arménienne libanaise. Mes grands-parents étaient nés en Arménie. Mes arrière-grands-parents étaient nés en Arménie. Mes grands-parents et mes parents sont nés au Liban. Et moi, je suis née ici. Ok, Ouais, intéressant. ouais. Tu dis que de par tes études, on voit que tu étudies beaucoup l'humain. C'est quoi qui te fascine de l'être humain? Ouf, beaucoup de choses. Les deux principales, ça serait notre capacité d'adapter. Je trouve qu'on a une belle capacité de s'adapter, malgré qu'on pense que des fois, dans certaines situations, tu sais, on anticipe qu'on va pas être bien dans une nouvelle ou dans une certaine situation, mais souvent, on réalise qu'une fois que la situation se présente à nous, on a comme cette capacité de s'adapter à la situation. C'est quoi qui te fait le plus peur des humains? Parce que je sais que tu es fasciné par l'être humain comme moi aussi, mais parfois, on peut voir des choses qui nous découragent un peu. C'est quoi qui te... c'est quoi qui te fait le plus peur de l'être humain? Je dirais comme quand les gens sont un peu trop dans l'ego et qu'ils utilisent ça pour le mal. Dans le sens que je trouve qu'on a beaucoup de pouvoir comme humain et il y a des gens qui se rendent compte un peu de ce pouvoir-là, puis au lieu de l'utiliser pour le bien, ils l'utilisent pour le mal, puis je trouve que c'est ça qui je dirais, découragerait le plus. Ça fait peur un peu. Je trouve que c'est pour ça que des fois dans le monde, il y a des choses un peu, ouais, pas hors cool, mesure. pas cool qui arrivent. Et tu te rends pas compte, tu te demandes pourquoi ça se passe, exact. mais c'est question d'ego. Les gens sont attirés par le pouvoir, l'argent et toutes ces choses-là. Exact. Quelle est ta vision d'une bonne communication? Belle question. L'ouverture d'esprit. Je trouve que une autre chose que justement j'ai réalisé avec les humains, c'est qu'on a tous des façons de penser, d'être très, très différents. Tu sais, on est tous uniques, on est vraiment tous très différents l'un de l'autre. Et je trouve que pour avoir une belle communication, il faut justement être ouverte ou justement juste comprendre que tout le monde a sa façon de voir et de penser et de comprendre que il faut être ouverte à ça. Il faut être ouverte au fait que on est tous différents, on a tous des façons de penser, puis quand on vient dans la partie communication, savoir que peut-être que tu vas dire des choses avec lesquelles je vais pas être d'accord et vice-versa, mais rester dans le respect, dans l'acceptation que c'est correct puis on est tous différents. Est-ce que tu trouves que les hommes et les femmes communiquent de façon similaire? Pas du tout. Je trouve que... Tu sais, il y a une étude qui dit que je pense que les hommes disent genre 2000 mots par jour, puis les femmes disent genre 20 000 mots par jour. Quelque chose comme ça. C'est 20 000 mots? Presque 10 fois. Je sais pas exactement les chiffres, mais je sais que les femmes parlent comme 10 à 15 fois plus que les hommes. 10 à 15 fois? Ouais, ça aurait été intéressant de faire la recherche avant, là, mais les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. Donc, c'est sûr qu'on communique différemment juste par cet aspect-là. Je trouve que les femmes communiquent plus que les hommes. Si on dit moins de mots que les femmes, est-ce que tu trouves que les hommes pensent moins que les hommes? Non, que les pas femmes? nécessairement. Okay. Je trouve que parler puis penser, c'est pas nécessairement en corrélation. Je trouve que même souvent, quand les hommes disent des choses, c'est les choses importantes, dans un sens. Comme, tu sais, ils parlent quand il y a quelque chose de vraiment important à dire. Tandis que je pense que les femmes, on aime juste parler, partager, même si des fois, c'est des trucs pas trop importants ou un peu comme banals. On va juste être comme blablabla, bla, 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 tandis que les hommes sont juste plus... tu sais, ils vont dire quand il y a quelque chose d'important à dire. OK. J'ai ce feeling-là. Peut-être j'ai tort, mais wow. c'est ça le feeling que j'ai. Si tu avais un conseil à te donner quand tu avais 20 ans par rapport aux relations hommes-femmes, ça serait lequel? Ouf.
à me donner une advice à moi, genre, de m'écouter plus, d'écouter mon corps plus, parce que, en fait, en grandissant, j'ai réalisé que notre corps nous parle, puis souvent, on ressent des trucs dans le corps. Peut-être, je sais pas si c'est plus les femmes que les hommes, mais je vais parler pour moi, là. Moi, je ressens beaucoup de trucs dans mon corps. Je pense que la plupart des femmes ressentent beaucoup d'émotions dans leur corps. Et souvent, on nous apprend pas à comment écouter à ces communications du corps-là. Fait que je me dirais d'écouter un peu plus mon corps, puis faire confiance aux choses que je ressens versus juste faire des choses, par exemple. Quel est le message le plus important que ton corps t'a donné jusqu'à présent? Moi, mon intuition est quand même assez forte. Comme j'ai une histoire qui m'a pop quand tu m'as demandé ça, là. Mm-hmm. Comme straight up, c'est une situation où je me suis fait voler mon laptop, genre. Les gens de Laval, vous êtes pas bien. Mais je me suis fait voler à Montréal. Wow. À côté du bar Waverly. Fait que je vais plus là-bas, dans ce coin-là. Parce que... non, je niaise, mais en fait, j'avais travaillé toute la journée vraiment fort pour... Tu sais, j'avais update plein de trucs pour ma job et tout, comme 8-9 heures dans un café. Puis là, on avait fini la journée, puis j'étais supposée sortir, manger, parce que c'était une longue journée. Fait que là, mon ami et ma cousine m'ont dit allez, on va aller manger quelque part, c'est chill, laisse le laptop dans l'auto. Puis... j'étais pas à l'aise avec ça, tu sais, je l'ai mis dans le trunk et tout, mais comme il y a quelque chose en moi, mon gut feeling, genre, me disait, c'est pas une bonne idée. Comme en ce moment-là, tu sais, j'étais pas à l'aise avec le fait, puis eux aussi, ils avaient des trucs de valeur, puis ils sont comme, c'est chill, tu stresses trop, parce que je suis aussi quelqu'un qui stresse un peu trop dans la vie. Fait qu'ils sont comme, tu stresses trop, allez, on est juste en face, puis le bar était littéralement, genre, en face. Puis tout le long, j'étais comme, je me sens pas bien, puis peut-être comme 20-30 minutes après qu'on était au resto, je leur ai dit, gars, je me sens vraiment pas bien. Je vais juste aller prendre le laptop puis le mettre comme à mes pieds. Genre, tu sais, on était au resto. Fait que j'étais comme, je vais le mettre à mes pieds. Puis même si c'est weird que j'ai mon laptop back dans un bar, it is what it is, genre. Et là, je sors. Puis l'auto était comme literally en face. Puis je vois plein de vitres par terre. Puis justement, ils avaient brisé. Ils avaient brisé la vitre. Puis mon laptop, puis toutes les autres choses dans l'auto avaient disparu. Puis ouais, c'était vraiment un fort feeling qui me disait genre, laisse-le pas dans l'auto. Mais je me suis fait comme peer pressure à le laisser dans l'auto. Mais mon corps, comme mon gut feeling me disait vraiment genre, laisse-le pas dans l'auto. Puis j'ai pas écouté. Puis ça m'arrive souvent des choses comme ça. Quand j'écoute pas mon gut feeling, puis... Est-ce que tu dirais que tu as un sixième sens? Je crois qu'on a tous un sixième sens. Je crois la différence, c'est qu'il y en a qui sont un peu plus connectés à ce sens versus d'autres qui le sont pas. Je pense que c'est quelque chose que tu dois développer. Comme. Dans ton expérience, à toi, tu as l'impression de dire que les femmes sont plus connectées elles sont plus connectées aux émotions de leur corps, sont plus capables de communiquer avec leur corps. Donc, est-ce que tu trouves que les hommes, on est en quelque sorte déconnectés de nos émotions? Je pense qu'un peu, oui. Dans le sens que... Ouais, je trouve que il y a comme ce stéréotype dans la société où les hommes doivent pas être trop émotionnels. Fait que je pense que ça a fait en sorte que les hommes sont un peu plus déconnectés de leurs émotions, ouais. Je pense qu'il y aurait un peu de travail à faire là-dessus. With all due respect. C'est vrai. Avec nos conversations qu'on a eues avant de faire le podcast, je m'as parlé du fait que, dans le fond, tu vois des hommes que certaines personnes, certains hommes, tu sens qu'ils ont fait du travail sur eux-mêmes. Est-ce que tu peux un peu plus développer ça? Parce que j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'il y a des hommes, tu avais dit que tu as deux catégories d'hommes. Les hommes qui ont fait le travail, les hommes qui n'ont pas fait le travail. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ça? Ouais. Je crois que ça, c'est mes croyances, right? Tout ce que je dis, c'est mes croyances, mais je crois qu'on a tous vécu des trucs dans notre passé, puis qu'on a tous des histoires qui nous ont vraiment rapporté de la joie, comme qu'on a des histoires qui nous ont blessés ou qui ont causé des traumas. Et souvent, on n'en est pas vraiment conscient. Ça, c'est encore le concept du conscient et du subconscient. Fait que je pense que la plupart de nos traumas ou des blessures qu'on a vécues en grandissant, surtout durant l'enfance, sont pas vraiment là dans notre conscience, mais ils sont comme dans le subconscient. Dans le subconscient, comme dans la mémoire du subconscient. Et
quand je dis faire le travail, c'est justement de devenir un peu conscient de ces traumas-là, de ces blessures-là, afin de comprendre pourquoi on réagit de certaines manières en tant qu'adulte. Par exemple, un homme qui a des crises de rage. Ça vient de quelque part. Cette rage, ce anger vient de quelque part de plus profond que la situation qui s'est passée dans le moment présent. Souvent, quand les émotions sont comme exagérées, c'est parce que ça vient de quelque part de plus profond. Et quand je dis qu'il y a des hommes qui ont fait le travail puis qui n'ont pas fait le travail, c'est justement de ça que je parle. C'est qu'il y a des hommes qui sont allés dig deep pour aller réaliser, pour trouver c'était quoi leur blessure, c'était quoi leur bobo, c'était quoi leur trauma, pour travailler dessus, les guérir et être un peu plus conscients dans leur présent, versus qu'il y a des hommes qui n'ont jamais fait ce travail-là puis qu'ils continuent à vivre puis à agir de manière subconsciente. Est-ce que tu dirais qu'une grosse partie des hommes ont fait le travail? Non. Je ne vais pas donner de pourcentage, mais je dirais que la majorité des hommes n'ont pas fait le travail. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis gars. Et je connais beaucoup, tu sais, j'ai un plus grand entourage d'hommes que de femmes autour de moi. Et, tu sais, nous, les femmes, on se rencontre souvent, on parle de nos trucs. Puis on va être vraiment ouvertes l'une avec l'autre. Tu sais, on se partage nos histoires, même des secrets, des trucs un peu plus tabous. Je trouve qu'en femmes, on est plus ouverte à avoir ces communications-là. Versus les hommes, je trouve que vous ne faites pas trop ça. Genre, quand vous vivez des trucs, vous les vivez avec vous-même. C'est rare, mais des fois, ça se peut qu'un homme a un ami vraiment proche à qui il va partager des trucs. Mais même à ça, je trouve que la profondeur ou le niveau avec lequel les femmes se partagent les choses versus les hommes, je trouve qu'il y a un gros gap là-dedans. Et que je trouve que si les hommes auraient plus une communauté d'hommes ou, tu sais, comme on fait des cercles de femmes, s'il y aurait des cercles d'hommes où les hommes font des trucs d'hommes, tu sais, comme, je sais pas, aller s'entraîner, mais en groupe, ou aller faire de la chasse, ou aller, tu sais, couper des troncs d'arbres, tu sais, des trucs genre qui tapent vraiment dans ta masculinité, je pense que... Ça pourrait aider. Ouais, ça pourrait aider le processus. Mais je pense que c'est pas... Ça se fait pas, genre. Tu viens de dire aider dans la masculinité. Ouais. C'est quoi la masculinité pour toi? C'est quoi, en fait, c'est quoi ton idéal masculin en tant que femme? C'est quoi un vrai homme? Un vrai homme. Je trouve qu'un vrai homme, le rôle d'un homme, en fait, un vrai homme, faux homme, mais le rôle d'un homme, je trouve que ça serait de protéger. C'est le donner, si on parle de couple homme-femme, genre un homme qui donne à la femme ce feeling qu'il est là pour elle, puis que n'importe quoi qui se passe, il va la protéger. Puis aussi un homme qui est leader, tu sais, qui va gérer certaines décisions dans le couple. Parce que, tu sais, les femmes, on a notre cycle menstruel, fait qu'on est super hormonal et émotionnel, fait que ça va up and down. Fait que je trouve que quand les grosses décisions, peut-être qu'il y a des femmes qui vont vraiment pas être d'accord avec ce que je dis, mais je trouve que si les grosses décisions viennent de nous, tu sais, s'il faut, par exemple, acheter une maison, si c'est la femme qui doit décider, ben je pense que, tu sais, on va changer d'idée 1001 fois avant de faire une décision. Tu sais, les grosses décisions de la vie qui sont plus permanentes. Ou, tu sais, la raison pour laquelle je trouve que les hommes proposent et non la femme, parce que je trouve que les femmes, on fluctue vraiment beaucoup dans nos façons de penser ou façons de voir les choses, versus les hommes ont un peu plus de stabilité. Fait qu'un homme qui non seulement protège, mais qui gère ou qui lead les plus grosses décisions du couple ou du partenariat. Donc, toi, ton homme idéal, c'est un homme qui est capable de lead dans la relation. Est-ce que tu trouves que ça, c'est une opinion que c'est plus partagé par une grande partie des femmes ou c'est plus... Ben, je pense que rendu où on est dans la société, beaucoup de femmes vont pas avouer ça. Les femmes sont rendues quand même assez indépendantes. On est capable de faire beaucoup de choses qu'avant, les femmes dépendaient beaucoup des hommes versus maintenant, je trouve que la plupart des femmes sont quand même assez indépendantes. Fait que je trouve qu'elles vont dire comme « Oh non, on n'a pas besoin d'hommes » ou
Tu sais, j'ai pas besoin d'hommes qui lead parce que moi, je lead. Oui, peut-être il y a une certaine vérité là-dedans parce que oui, c'est vrai qu'on est plus indépendante comparé, par exemple, à nos mères, à nos grands-mères, ainsi de suite, mais je trouve que quand même, il faut que l'homme gère pour avoir un balance, un équilibre dans le couple. Ok, je respecte ton point de vue pour vrai. Ça, c'est C'est mon très opinion. intéressant parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les gars qui savent ça. Comme peut-être il y a certains gars qui pensent que devrait être la femme le leader, il y a certains gars qui pensent que ça devrait être l'homme le leader, et il y a certains gars qui pensent que ça devrait être égal à 50%. Donc toutes les visions de la vie sont respectables et importantes. Il faut juste trouver ce que tu penses qui fit à toi dans le fond, mais n'essaie pas de prendre la vision qui t'a été donnée par la société et que tu ne crois pas à elle-même personnellement. Donc, fais ton chemin et prends la vision qui te convient le mieux. Stéphanie, Ouais. tu as voyagé dans plusieurs pays. C'était quoi tes chocs dans tes voyages? J'ai eu beaucoup de chocs culturels, en fait, en voyageant. Si on parle de mon opinion dans le sens de comment j'ai vu les hommes, ça serait... c'est un peu comme on en avait dit là, la dernière fois. Juste comme ça, pour donner différentes parties du monde, j'ai été en Amérique du Sud pendant un bon petit bout. J'ai vécu en Jamaïque pendant quand même assez longtemps. J'ai aussi voyagé en Inde. Et j'ai trouvé qu'il y a des grosses différences culturelles. Il y a des cultures qui sont vraiment plus ouvertes d'esprit. Il y a des cultures qui sont moins ouvertes d'esprit. Il y a des traditions aussi qui sont respectées dans certaines cultures et d'autres. Et si je donnerais mon opinion sur comment j'ai trouvé les hommes dans ces différentes cultures-là, c'est que je trouve qu'en Amérique du Sud, les hommes sont vraiment genre sensuels. Ils vont essayer de charmer, comme, tu sais, dire des petits trucs soft, cute dans l'oreille de la femme ou whatever, tu sais. Ils vont chanter des chansons ou ils vont trouver une manière plus subtile de, tu sais, pas d'attraper la femme, mais, tu sais, to get the woman. Ils vont trouver des manières un peu comme, subtiles pour get the woman. Tandis que, par exemple, mon expérience en Jamaïque, c'est que les hommes sont super sexuels, puis ça dépend aussi, là. Il y a le côté vraiment chrétien, religieux que non, mais il y a le côté qui sont un peu plus ouverts aussi, puis c'est plus genre... tu sais, ils vont être vraiment open, puis direct, puis s'ils sont down d'aller sur un date ou whatever, ils vont juste, même si tu es en train de marcher dans la rue, ils vont dire comme « Oh, hi, je te trouve vraiment belle, est-ce que tu serais down d'aller... » Tu sais, ils vont pas se cacher ou essayer des moves ou whatever, tu sais, ils vont être comme straight to the point. OK. Puis là, en Inde, c'était complètement différent parce que là-bas, la culture est très différente aussi. Mais ça c'est toutes mes expériences personnelles, right? Fait que je peux pas parler pour tout le monde, mais j'ai trouvé que les hommes sont super gênés, super réservés. Tu sais, j'ai rencontré des hommes qui ont 30, 32 ans puis qui ont jamais eu de blonde. Ils vont être mal à l'aise autour des femmes. Fait que, tu sais, ça, c'est l'expérience que j'ai personnellement vécue. Okay. Mais j'avoue que c'est vrai que la culture de chacun peut vraiment beaucoup influencer comment tu réagis dans la vie et tout. Et tout ce qu'elle vient de dire, c'est c'est vécu personnel. Ça veut pas dire qu'on dit que tous les gens de ces pays-là sont comme ça. Donc, s'il vous plaît, prendre ça avec des pinceaux, c'est-à-dire faire les nuances avec ceux qui ont dit et n'essayez pas de faire des mauvaises interprétations avec ça, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que toi, tu dirais, en tant que femme, tu te situes un peu quel pays? T'es Inde, Jamaïque ou Amérique latine? Moi, personnellement, j'aime bien l'approche Amérique latine. J'aime bien le petit flow charmeur. Ouais, tu sais, c'est comme un peu soft, mais pas trop soft. Tu sais, c'est comme... Je trouve que c'est une belle balance. OK, c'est... Il y a une belle balance entre les deux. Tu sais, un, c'est trop straightforward, puis l'autre, c'est trop gêné. Fait que, tu sais, j'aime bien. OK, on va prendre des cours sur nos amis d'Amérique latine. Oh là là. Est-ce que tu crois à l'amour? Ah, ben oui. Ben oui. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est tout dans la vie.
Pour moi, l'amour, si l'amour pourrait être une religion, moi, ma religion, ce serait l'amour. Moi, I live for love. Et je pense que des fois, on se limite à l'idée que l'amour, c'est un amour entre hommes et femmes, là. Mais je pense que l'amour peut être très vaste. Parce que, tu sais, il y a l'amour des parents, il y a l'amour de la famille, des amis, ainsi de suite. Fait que je trouve qu'il y a vraiment toute forme d'amour différente. Puis, ouais, je crois vraiment fortement à l'amour. Si la question était plus dirigée dans le sens de... Ouais, ça... L'amour, genre un âme sœur ou comme un amour Non, c'est éternel. vraiment... Moi, j'aime poser des questions ouvertes et je préfère que les gens interprètent comme ils ont envie. Ouais, je crois vraiment à l'amour. Est-ce que tu trouves que chaque être humain a droit à une âme sœur? Ou est-ce que, genre, tu penses que c'est un mythe, on peut être amoureux de quasiment tout le monde? Moi, je crois qu'on peut être en amour avec plein de gens. T'as déjà été en amour avec plein de gens ou quoi? Ben, je sais que j'aime beaucoup de personnes dans ma vie. J'ai de l'amour pour beaucoup de personnes dans ma vie. Ouais. Je trouve que tu peux aimer plusieurs personnes en même temps. Attends, là, je parle de amour pour partenaire amoureux. Là, je parle de partenaire amoureux. Tu peux tomber amoureuse de plusieurs personnes en même temps, toi? Ben oui, je pense que oui. Je pense que c'est possible de... Tu te sentais comment quand ça t'est arrivé? C'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Tu sais, là, en ce moment, je suis en couple puis j'aime plusieurs personnes en même temps. Dans le sens que, tu sais, c'est comme... Pour moi, l'amour a différentes formes, right? Fait que, tu sais, tu peux aimer quelqu'un puis... Tu sais, c'est pas nécessairement obligé d'être sexuel ou sensuel ou whatever. Fait que je peux avoir de l'amour plus amical ou friendly avec quelqu'un, puis quand même être en couple, je trouve. OK. Mais, OK. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas la même définition de l'amour. Parce que quand je te dis, si tu peux être amoureux de d'autres personnes en étant amoureux de quelqu'un, moi, je te parle juste que, genre, c'est genre un amour comme on voit dans les films. Est-ce que tu peux avoir ça pour plusieurs personnes en même temps? Ben, j'y crois. Genre, tu sais, il y a des couples qui sont polyamoureux, genre. Puis je crois que c'est possible. Je crois qu'un homme peut aimer 2 femmes en même temps ou une femme peut aimer 2 hommes en même temps, puis qui peuvent être en couple puis être bien puis heureux. Je crois que c'est beaucoup de travail. Tu sais, il faut que tu sois vraiment motivé puis bien balancé et tout, mais si c'est possible, je crois que c'est vraiment possible. Je crois pas que c'est pour tout le monde, mais je crois que c'est possible. Est-ce que c'est pour toi? J'y ai déjà pensé, tu sais, j'ai déjà questionné, puis ça serait quelque chose qui m'intéresserait peut-être plus long terme. En ce moment, je crois pas que j'ai cette capacité-là. Je crois pas que je suis là mentalement. Je sais pas si je serais à l'aise de voir mon homme avec une autre femme. Tu sais, je suis pas là, moi, personnellement, mentalement, mais je pense pas que ça serait quelque chose d'impossible pour moi. Intéressant. Yeah, je respecte ton point de vue. Ça veut pas nécessairement dire que je suis en accord avec, mais je respecte en plénitude ton point de vue. Est-ce que tu pardonnerais la tromperie? Ouais, je pardonnerais. Ça dépend. Tu sais, ça dépend comment ça a été fait, je trouve. Mais c'est sûr que ça serait pas un non catégorique pour moi. Ça dépend de la situation, des circonstances, pourquoi c'est arrivé, c'est quoi la fréquence. Tu sais, Puis s'il y a des attachements émotionnels, tu sais, je trouve que ça dépend de beaucoup de choses, mais la grosse réponse serait que oui, je pardonnerais la tromperie. Quelle est la fréquence tolérable? 1 fois ou 10 ans, non? Ben, tu sais, si c'est quelque chose... Tu sais, si c'est... Tu sais, vite comme ça, là, pour pas rentrer trop dans les détails, si ça serait un one night, genre un one-time thing, je pense que ça serait plus pardonnable versus si j'apprendrais que, genre, mon gars texte une femme à chaque week-end ou, tu sais, fait des trucs, genre, sneaky derrière mon dos. Je pense que ça passerait pas. Non. Je pense que là, rendu là, c'est que le couple est fini, hein, parce que la personne a perdu totalement son intérêt primaire pour sa femme. Ça sert plus à rien, là. Est-ce que tu disais que tu avais en fait beaucoup d'amis hommes, en fait. C'est quoi l'amitié homme-femme pour toi? C'est pas trop loin de l'amitié femme-femme. Dans le fond,
c'est vraiment quelqu'un avec à qui tu peux te confier, quelqu'un sur qui tu peux rely, genre si tu as un problème ou whatever, tu peux l'appeler puis te confier à lui puis raconter tes trucs puis avoir des conseils puis c'est juste un homme qui va être là pour toi quand tu as besoin de lui pour certaines choses. Ouais. C'est une très belle définition, mais quand tu es autant proche d'un homme comme ça, pourquoi ne pas être en couple avec cette personne? Je fais l'avocat du diable. C'est quoi la deuxième chose que tu as dit? J'ai dit, pourquoi ne pas être en couple avec cette personne si tu es autant proche? Ben parce que je trouve qu'être en couple, pour moi, c'est du partenariat. Puis, je me verrais pas build avec... Tu sais, je suis vraiment spécifique avec qui je veux build. Versus avoir des amis, je trouve que... Tu sais, être en couple, at the end of the day, si c'est long terme, c'est tu vas vivre avec cette personne et tu vas construire une vie avec cette personne, right? Fait que je vais l'avoir dans mon quotidien, ça va être avec quelqu'un avec qui je vais me coucher, me réveiller, ainsi de suite. Tu sais, j'ai plein d'amis gars, mais je suis pas alignée avec mes goals ou mes trucs plus. C'est juste des gens... Long terme avec ces personnes-là. Je m'aligne pas nécessairement avec leur façon de vivre la vie de tous les jours. Mais je leur aime. J'ai aucun jugement, là. Je les aime bien. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile pour toi de devenir ami avec des hommes ou des femmes? Des hommes. J'ai toujours eu plus d'amis hommes. J'ai pas vraiment d'amis femmes. À cause du drama, je dirais. Comme, j'aime vraiment pas les... Moi, quand je suis avec mes amis ou mes proches, on va vraiment parler de trucs vraiment des profondes growth mindset, genre. Puis, j'ai souvent été dans des cliques de femmes où on parle de trucs qui m'intéressent pas nécessairement. Genre, moi, j'aime pas trop parler de fashion ou de comment je m'habille ou de quoi avoir l'air, la décoration de ma maison ou ça va être quoi ma robe de mariage ou ainsi de suite. Tu sais, c'est des sujets qui m'intéressent pas trop. Puis je trouve qu'en général, sans trop généraliser non plus, quand des femmes se rencontrent trop entre elles, sauf si c'est dans un certain setup, il y a trop de genre gossip puis de drama. Puis comme je disais un peu tantôt, tu sais, les femmes disent trop de mots par jour. Puis les hommes sont plus genre, ils vont dire les vraies choses. Fait que je trouve que j'ai plus du fun ou plus d'intérêt à chill avec des hommes qu'avec des femmes. C'est plus easy-going, je trouve. Il y a moins de drama, moins de jalousie, moins de compétition. Peut-être, eux, entre les hommes, ils l'ont, puis moi, je le sens pas, là. Parce que moi, je suis la femme. C'est le fait que tu es une femme qu'ils se sentent plus ouverts avec toi parce qu'il n'y a pas de compétition avec toi que s'ils étaient avec d'autres hommes, ils se sentiraient moins ouverts. Ouais. Est-ce que tu trouves que tes amis hommes te trouvent spécial dans le sens que tu es une amie spéciale parce que tu es une femme? Ouais, je trouve que oui. Puis, quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait dans un sens parce que des fois, ça arrivait qu'un des gars m'intéresse, puis comme eux, ils seraient pas intéressés pour moi. Puis avec le temps, tu sais, ils me disaient souvent, genre, on préfère t'avoir comme ami que partenaire, genre, de couple. Puis, tu sais, ça a pris du temps à l'accepter puis l'apprécier, genre. Mais maintenant, avec le temps, j'ai réalisé que c'est vraiment cool parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, je trouve que les hommes ont pas vraiment d'autres amis à qui parler. Fait que je trouve que c'est cool d'être cette personne-là, des fois. La femme à qui ils peuvent s'ouvrir puis demander des conseils, puis... J'aime ça. Tu as l'air d'être une personne qui aime vraiment écouter les gens et c'est très apprécié. Pourquoi tu as choisi tous ces domaines professionnels que tu as choisis? Parce que tu as dit que tu as fait la psychologie, après tu as fait la sociologie et maintenant l'hypnose. Pourquoi? C'est quoi qui t'a attiré l'hypnose? On va aller droit au but. Ah, l'hypnothérapie. Moi? L'hypnothérapie. OK. L'hypnose en particulier, c'est parce que moi, je passais par un moment vraiment difficile dans ma vie. Je te dirais, c'était comme vraiment un de mes plus low points. Je pleurais tous les jours, des fois sans savoir pourquoi. Genre, j'étais juste pas bien avec moi-même. Beaucoup d'anxiété, tandis qu'avant, je savais pas c'était quoi l'anxiété et tout. Puis, une de mes cousines avait justement fait une session d'hypnothérapie pour une autre problématique qu'elle avait. Puis moi, j'avais jamais fait de thérapie avant. Fait que là, elle m'a dit, pourquoi t'essayes pas, genre, tu sais, t'as rien à perdre. J'étais comme, OK, why not?
Fait que je suis allée faire une séance, puis c'était tellement puissant pour moi. La madame m'a regardée, puis la plupart des problématiques en hypnose se gèrent comme en 1 ou 2 séances. Là, elle m'a regardée, elle est comme, toi, t'as besoin de genre 6 à 7 séances parce que t'es comme un oignon, puis il faut genre enlever les pelures. Fait que j'ai fait les 7 séances, puis honnêtement, ma vie a fait comme un 180. Fait que j'étais comme, il faut que je... J'ai toujours été intéressée par l'hypnose quand j'étais jeune, mais plus l'hypnose de théâtre. Mais quand j'ai vu les changements que ça a apporté dans ma vie, j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Wow. Est-ce que en fait, c'est vraiment très intéressant. Donc, tu dis que l'hypnose a changé ta vie à quasiment 180 degrés. Est-ce que si tu avais l'option de refaire cette hypnose-là, est-ce que tu penses que tu aurais refait le même choix? Ouais, 100 000 %. 100 000 %. Ça m'a vraiment appris à gérer mes émotions. J'étais super émotionnelle. Ouais. Et pour qu'est-ce que tu penses des gens superstitieux qui disent que ils feraient jamais l'hypnose parce qu'ils veulent pas altérer leur esprit? Je respecte ça. Honnêtement, je respecte ça, mais je crois pas que t'es pas vraiment en train d'altérer l'esprit. T'es en train d'altérer le mind. Qui sont 2 choses très différentes pour moi. Je crois j'ai oublié c'est quoi mind en français, mais en anglais, c'est mind, body, spirit. Fait qu'il y a le mind, il y a le body, puis il y a personnalité. Ouais, l'esprit, genre. Ouais. Personnalité, esprit. Ok, je ne saurais pas dire, c'est vraiment aussi. Fait que je trouve que l'hypnose, ça altère le mind. Je crois pas, en tout cas, c'est ma croyance qu'on n'est pas assez puissant en tant qu'humain pour altérer l'esprit. Je pense que ça, c'est dans les mains de Dieu. Mais l'hypnothérapie, c'est vraiment d'altérer le mind, la conscience. Parce qu'on est des êtres programmés at the end of the day. Est-ce que tu connais la théorie du chien de Pavlov? Tu as déjà entendu parler de ça? Pavlov, j'ai déjà entendu le chien aussi, je pense. Mais est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire? Ouais, c'est comme un truc que j'avais appris en psycho, puis c'est un monsieur, genre, dans le temps, puis il voulait comprendre comment ça fonctionne le cerveau des humains. Puis dans le fond, il avait un chien, fait qu'il a réalisé qu'à chaque fois qu'il donnait de la nourriture à son chien commençait à saliver. Fait qu'il a décidé d'ajouter la cloche à la nourriture. Fait qu'à chaque fois qu'il amenait la nourriture, il sonnait la cloche. Il amenait la nourriture, il sonnait la cloche. Puis il a fait ça pendant un petit bout, pendant plusieurs mois. Puis là, finalement, il donnait plus de la bouffe au chien. Puis juste en sonnant la cloche, ben, le chien commençait à saliver. Fait qu'il a programmé le chien en sonnant la cloche. Fait que c'est un peu ça qu'on fait en hypnose. C'est comme on programme. On installe cette cloche-là. Wow. C'est comme ça que je l'expliquerai. Très intéressant. Ça permet en même temps de vulgariser un peu l'hypnose pour faciliter la compréhension pour ceux qui ne comprennent pas vraiment. Quand on discutait par FaceTime avant de commencer cet épisode-là, tu m'avais dit que c'est pas tout rose l'hypnose. Parfois, les gens te racontent des histoires très positives et parfois, on te raconte des histoires très négatives. Est-ce que tu aurais des exemples sans aller vraiment dans les détails parce qu'il y a des secrets professionnels, mais est-ce que tu peux faire une histoire très négative, mais fais en sorte que ça soit masqué et la personne ne se reconnaisse pas ou je sais pas quoi? Ouais. Ben, les histoires d'abus physiques, genre abus sexuels, je dirais que c'est les plus dark histoires que j'ai personnellement. Et c'est beaucoup plus fréquent ou commun que je pensais. Et tu sais, comme on en a parlé la dernière fois, je trouve que c'est un sujet super sensible parce qu'il y a un fine line entre un actual abus, puis une situation qu'une fille va penser que ça a été abusif quand ça ne l'était pas vraiment. Tu sais, la question de consentement et tout ça, mais je te dirais que c'est des histoires surtout d'abus sexuels qui se sont passés et qu'il y a des gens qui étaient au courant. Fait que, par exemple, une situation qui s'est passée au sein d'une famille, puis tous les membres, tout le monde dans la famille était au courant de ce qui s'était passé, mais durant toute
le growth de la fille, genre tout le vécu de la fille pendant jusqu'à environ 36 ans, ben, personne n'en parlait, puis tout le monde faisait comme si cette histoire n'avait pas existé. C'était fait quoi qu'il l'histoire? fallait genre heal c'était quoi l'histoire? L'histoire d'abus. Ouais, c'est... C'était avec un oncle. Un abus qui s'était passé durant l'enfance de la fille avec un de ses oncles. C'est vraiment très dommage. Ouais. Et tu as fait une hypnose à cette personne-là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un impact? Comme positif? Sur sa personnalité? Oui, beaucoup d'impact dans sa façon de gérer ses émotions. Et parce qu'en hypnose, il y a un truc qu'on dit que un truc qu'on fait, c'est mettre un ancrage. Fait qu'on le fait d'habitude à la première séance, surtout si on gère des situations d'anxiété. Fait que souvent, des traumas gros comme ça qui n'ont pas été gérés ou guéris, ben ça va causer de l'anxiété chez la personne. Fait que d'habitude, les premières séances, on met un ancrage, fait que c'est un symbole qu'on fait avec la main. Fait que ça peut, là je donne cet exemple-là, mais ça peut être quelque chose comme ça ou genre comme ça ou n'importe quoi avec les doigts, avec les mains. Puis on amène la personne dans un état de safe. Tu sais, on amène la personne dans un safe space, puis on lui dit de faire cet ancrage-là. Fait que là, le cerveau, il comprend que quand la personne fait ça avec ses mains-là, ben son cerveau, il va comprendre qu'elle est dans un état safe, un état de calme. Fait qu'on établit ça, par exemple, durant la séance d'hypnose, puis par après, elle doit le pratiquer à quelques reprises, un peu avec l'exemple du chien que je t'ai dit, puis ça crée une programmation dans le conscient de la fille. Puis si jamais elle se retrouve dans des situations qu'auparavant, elle aurait eu une crise d'anxiété ou elle aurait été en stress ou en panique totale ou les émotions lui auraient pris le dessus, ben elle fait ça, puis... Et ça disparaît. C'est comme 15-20, under 15 seconds, puis il y a un état de calme qui s'installe. C'est vraiment fantastique de voir à quel point on est capable de faire des choses exceptionnelles avec le cerveau humain. Ouais. Vraiment. Ça permet de faire des prouesses, en quelque sorte. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné, genre, d'apprendre à faire l'hypnose? C'est quoi le super pouvoir que tu t'es rendu compte que tu as eu grâce à la maîtrise de l'hypnose? Ça va sonner un peu cheesy, mais je crois pas que le super pouvoir m'appartient. Je crois que ça appartient à la personne qui vient me voir. Puis c'est juste de poser les bonnes questions. C'est vraiment ça. C'est vraiment juste de poser les bonnes questions. C'est les techniques que j'ai appris pour poser les bonnes questions, pour permettre à la personne de faire ressortir les trucs qui sont dans son inconscient ou dans son subconscient à un niveau conscient pour qu'ensuite on puisse les travailler. Fait que je trouve que le pouvoir appartient à la personne, mais les techniques que j'ai apprises, c'est de poser les bonnes questions. Wow. Et c'est un skill très important parce que tu as besoin de savoir poser des bonnes questions dans la vie et ça va te permettre de apprendre à connaître vraiment les gens. Ouais. Je suis quand même assez curieux de ce domaine de hypnose-là et je pense que nos auditeurs aussi sont très curieux par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous décrire la clientèle dans l'hypnose? Oh ouais, la clientèle est très variée. J'ai des enfants. Je fais de l'hypnose avec des enfants de 7, 8, 9 ans. Autant que j'en ai fait avec des personnes de... Tu sais, la personne la plus âgée serait ma grand-mère. Elle a 72 ans. Fait que, tu sais, l'hypnose, la clientèle est très variée. Et c'est très balancé aussi, je dirais, homme-femme. Parce que, tu sais, on peut travailler vraiment beaucoup de choses avec l'hypnose. Je te dirais que les femmes consultent plus pour des raisons émotionnelles. Mais... on peut faire de l'arrêt du tabac, l'arrêt de l'alcool et tout ça avec l'hypnose. Fait que j'ai beaucoup d'hommes qui consultent pour ça aussi. Mais j'ai aussi des enfants, tu sais, par exemple, le pipi au lit. Tu sais, les enfants qui ont genre... Tu sais, t'es supposé arrêter de faire pipi au lit après, à un moment donné. Fait que si t'as un enfant, ton fils a genre, je sais pas, 12 ans, puis il fait encore pipi au lit ou whatever, puis c'est embarrassing, tu sais, pour l'enfant, c'est comme gênant parce qu'il peut pas faire des...
Tu sais, par exemple, il va faire une fête, puis il va dormir chez son ami, puis il peut pas dormir chez son ami parce qu'il va faire pipi dans le lit, ben ça, c'est une séance en hypnose. La concentration à l'école. Fait que ma clientèle est très variée. Ça peut être des sujets vraiment deep, comme j'ai dit tantôt, les situations de viol ou d'abus, ou ça peut être des trucs très simples, genre augmenter la confiance en soi. Fait que c'est très varié. Ça m'est venu comme ça, mais comme tu vois des situations vraiment différentes et tout, est-ce que à un moment donné, un client t'a raconté une histoire et t'a dit que, je sais pas, t'es dégueulasse ou genre t'es pathétique d'avoir fait ci ou ça? Est-ce que ça t'a vraiment senti... Est-ce que t'as déjà ressenti de la rage contre un de tes clients à cause de l'histoire? L'histoire que ton client te racontait était juste dégueulasse, à ton avis, à toi? Non. J'ai pas encore vécu ça. J'espère pas le vivre. Tu sais, peut-être c'est impossible de vouloir ça. Mais tu sais, peut-être la seule situation que j'imaginerais que ça peut arriver, c'est si je serais dans une situation où je devrais gérer avec un homme que lui, il a fait de l'abus ou c'est une situation de pédophilie ou quelque chose. Tu sais, je pense que... Je pense que des situations comme ça me mettraient mal à l'aise, tu sais, sans jugement, là. Je sais que je suis supposée être ouverte à aider tout le monde, mais je crois qu'il y a certaines catégories de sujets que je ne serais pas à l'aise de... Tu sais, peut-être si quelqu'un comme ça se présenterait dans mon bureau, je dirais... tu sais, ils ont fait une entrevue téléphonique avant, là. Fait que déjà par l'entrevue, si je me sens pas à l'aise, je dirais... me référer à quelqu'un d'autre. My bad. Better luck next time. Wow. Est-ce que tu te fais juger parce que tu fais cette profession? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Quel type de jugement? Ben que c'est un peu que c'est de la bullshit, aussi que c'est... Il y a des gens qui pensent que c'est... Genre, qu'est-ce que c'est? Une fois, mon grand-père m'a dit... parce que moi, tu sais, je voulais être psychologue, puis c'est 9 ans d'études au début, puis là, t'as quand même un doctorat, puis mon grand-père a dit 9 ans d'études pour être un faux docteur. Tu sais, c'est comme, va étudier la médecine tant qu'à y être, tu sais, mais comme, je trouve que ça va dans la même direction où je pense que quand t'es un peu plus dans le domaine. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'hypnothérapie, c'est genre que je vais contrôler les gens ou que, qu'il y a de la spiritualité involved ou whatever. Fait qu'il y a beaucoup de jugements qui viennent de ce côté-là. Mais c'est vraiment tu sais, c'est une étude scientifique. Puis... Fait que, tu sais, je dois souvent et beaucoup m'expliquer aux gens. Surtout, ça a commencé beaucoup avec les gens de ma famille qui comprennent pas nécessairement c'est quoi puis pourquoi je fais ça. Wow. Mais souvent, je dois m'expliquer aux gens. C'est sûr, parce que parfois, c'est sûr que certaines personnes vont pas te prendre au sérieux quand tu dis ça, parce qu'ils ont plein de stéréotypes par rapport à ça. Mais c'est sûr, parfois, les gens les plus comme ça, c'est eux qui sont le plus surpris quand ça marche sur eux. En plus, donc, t'as tout compris. C'est quand même assez drôle. Ouais. Est-ce que tu dirais que... Est-ce que toi, tu serais ouvert à essayer une séance? Malheureusement, non. Je suis en toute franchise, with all the respect. Est-ce qu'il y a quelque chose Je fais partie des gens qui disent que ça peut peut-être altérer ton esprit. Ah ouais? Okay, je fais partie de ces gens-là. Ok, je respecte donc, ça. je préfère ne juste être chill No stress. et comment on s'appelle, gérer ça par moi-même si j'ai des trucs. Aller par les manières difficiles que prendre l'hypnose ou je sais pas quoi. Mais je dis ça, mais c'est parce que j'ai le luxe de ne pas avoir des problèmes de santé psychologique très difficile, donc je peux les altérer par moi-même, par ma propre force mentale. Est-ce que j'allais dire quelque chose de vraiment très cool en fait, genre, parlons un peu des hommes et des femmes en 2023. C'est quoi tu penses des hommes en 2023, bientôt 2024? Je crois que Désolée d'avance. Je crois que les hommes sont trop dans leur ego. Si je me permets d'être vraiment honnête, là, je trouve que les hommes sont un peu trop dans l'ego. Puis, ils agissent trop de... Je trouve qu'il manque un peu le côté émotionnel chez les hommes. Et je pense que
Ouais, je pense qu'on est rendu dans un day and age où il y a tellement d'options pour faire le travail sur soi que je trouve que il manque ça chez les hommes dans le sens que il manque, tu sais, tantôt on parlait de douceur et faiblesse. Je trouve que beaucoup d'hommes associent que les émotions ou être émotionnel, ça montre que t'es faible. Tandis que je trouve que c'est vraiment pas le cas. Ça montre que t'es doux. Et je trouve qu'il manque de la douceur chez les hommes. Je trouve que tu peux être un homme fort, tu sais, gérer, puis être leader, puis être quand même dans une certaine douceur émotionnelle. Et ouais, je trouve que c'est trop... Les hommes sont trop dans leur ego, dans le vouloir paraître bien, puis tout, mais... Est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi un homme dans son ego? Parce que tu dis ça, mais peut-être ça peut être vague pour certains. Ouais, un homme dans son ego, c'est, je dirais, quelqu'un qui pense qu'il est déjà au niveau qu'il aimerait être puis qu'il n'a pas de travail à faire sur lui, dans un certain sens. Oui, je trouve que les hommes vont être, encore une fois, c'est le côté émotionnel qui va ressortir pour moi parce que, par exemple, un homme va avoir comme plein d'argent dans son compte de banque, avoir sa maison, son real estate, whatever, puis être bien, du côté financier ou comme ça, aller au gym, s'entraîner, être bien physiquement et tout, mais pas prendre soin de lui émotionnellement. Fait que le mind, c'est vraiment le mind. Je reviens tout le temps à ça. Je trouve que il y a trop de paraître, trop être dans le ego, c'est être un peu plus dans le show-off. Intéressant. Ouais. J'aime bien cette description-là dans le sens que oui, t'es bien sur toutes les choses matérielles, mais la richesse spirituelle est très importante à atteindre et à obtenir. Exact. Et un homme n'est rien s'il a juste de la richesse matérielle, mais pas de la richesse spirituelle. Qu'est-ce que ton métier, c'est aussi guérir les cœurs et aussi réconcilier les gens avec leur esprit. Quel est le plus beau conseil que tu aurais à donner aux gens, que ce soit un homme ou une femme? Quel est le plus beau conseil que tu as pour les gens? La communauté. Je vais revenir un peu aussi à la question que tu as posée tantôt, mais je trouve que la communauté, s'entraider. Tu sais, un autre truc que je trouve qu'il y a beaucoup entre les hommes, c'est chez les hommes surtout maintenant, il y a beaucoup de compétition. Je trouve que les hommes se pensent en compétition les uns avec les autres. Puis, tu sais, tout le monde veut level up, tout le monde veut arriver à un niveau. Puis, ils oublient un peu le brotherhood. Puis, tu sais, de comme come together to build stronger. Tu sais, je trouve qu'il manque beaucoup de ça chez les hommes. Je pense que dans le temps, les hommes étaient un peu plus stables dans ça parce que, tu sais, par exemple, tu devais construire des trucs et, tu sais, build une maison ou whatever, puis tu devais aller à la chasse pour nourrir ta famille et tout. Fait que les hommes allaient ensemble. Les hommes avaient ce vibe de communauté, d'être en groupe et tout ça, le brotherhood. Tandis que maintenant, je trouve que ça manque beaucoup ça en 2023-2024. Puis, je trouve que on oublie des fois que, oui, on est des êtres individuels, mais we thrive in community, we thrive in society. Fait qu'au lieu d'être tout le temps en compétition les uns avec les autres, juste accepter et comprendre qu'on a tous nos forces, on a tous nos faiblesses, puis unity makes us stronger, puis de aussi savoir qu'on a tous notre place dans le monde. Ouais. Tu sais, c'est pas une compétition. Tout le monde peut être accepté. Ouais. Tout le monde peut trouver des gens qui les aiment, en fait. Tu m'as fait penser à vraiment une question intéressante et controversée dans le sens que est-ce que c'est vrai que les hommes du 21e siècle sont faibles? Interprète-la comme tu veux. Je veux pas généraliser, là, mais c'est sûr que je trouve que comparé à avant, les hommes sont rendus vraiment, vraiment faibles. Parce que justement, je pense que les hommes tapent pas assez dans leur masculinité. Tu sais, genre... genre, tu sais, prendre une hache puis couper des troncs d'arbres ou aller à la chasse ou whatever, tu sais, genre... Je trouve que les hommes sont rendus trop comme, oui, dans l'argent, focus, make money, puis être bien financièrement et tout, mais ils ont oublié tout l'autre côté, genre... Ça fait quoi un homme? Un homme, tu sais, être capable de faire des choses, être capable de
de construire. Et pas juste construire comme un business ou une entreprise ou construire un compte bancaire et ainsi de suite, mais vraiment construire avec ses mains. Puis je pense que c'est pour ça que les hommes sont rendus faibles. Wow. Pas tous, il ne faut pas généraliser, là. Non, je suis sûre qu'il y a des hommes qui sont pas faibles, mais je dirais que la majorité de la société en ce moment, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de blagues et des memes et whatever aussi qui disent que comme « Ah, l'homme reste à la maison, les jambes croisées, pendant que la femme va au travail, puis il rapporte l'argent et fait tout, you know? » So, comme, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces blagues-là. Donc, tu considères que c'est des hommes faibles, les gens dans cette situation-là? Ouais. OK. With all due respect. Je vous aime pareil. Ouais. Non, on pourrait comme... ouais. Chacun ses opinions dans la vie, pour chacun a le droit. C'est comme ça que j'aime faire ce podcast-là. J'apporte des femmes de différentes origines, différentes cultures, différents âges pour discuter par rapport à ça. Donc, moi, je suis ouvert à toutes les opinions. Que tu sois totalement à l'opposé de moi ou que tu sois totalement en accord avec moi, je m'en fous. On a une discussion ici et c'est vraiment pour apprendre à comment les gens pensent. Par exemple, toi, tu fais l'hypnose et tout, et tu fais des choses que moi, ça me plaît, et certaines choses qui me plaisent moins, mais je suis capable d'avoir une discussion constructive avec toi et tu me permets de découvrir de nouvelles choses. Donc, vraiment, si vous avez aimé notre discussion avec Stéphanie, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager avec votre famille parce que c'est comme ça que notre communauté va grandir. Et je pense que ce type d'épisode est très important pour que cette chaîne évolue parce que on a des discussions qui nous enrichissent, c'est-à-dire elle nous a appris c'est quoi l'hypnose, elle nous a appris aussi comment les hommes et les femmes devraient communiquer, comment on devrait évoluer dans la société, c'est-à-dire comment s'améliorer en tant qu'homme, être plus proche de nos émotions. Donc j'ai vraiment adoré notre conversation, Stéphanie. C'est quoi en fait tu penses, est-ce que tu penses quoi de ce qu'on vient de partager comme expérience présentement? Ouais, je trouve ça vraiment cool d'avoir ces échanges-là parce que, comme tu as dit, des fois, on pense des trucs, puis on les garde à nous-mêmes. Tu sais, on a souvent des pensées réflexives, puis on les garde à nous-mêmes, puis on a ces pensées-là avec nous-mêmes. Fait que d'avoir des discussions comme ça un peu plus ouvertes et savoir combien de backgrounds différents, et ainsi de suite, puis juste pouvoir discuter de sujets aussi variés, aussi vastes, puis découvrir comment il y a différents niveaux de pensée. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais. Et juste d'être ouverte à avoir ces échanges-là et aussi de permettre justement à l'audience ou au public d'écouter sur des sujets différents. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être super d'accord, puis il y en a d'autres qui vont être vraiment en désaccord. Puis c'est ça le but aussi. Tu sais, c'est pas le but que tout le monde soit d'accord, puis tout le monde soit comme « Ah ouais, il a raison, elle a raison ». Je pense que c'est vraiment juste une question d'ouverture d'esprit, puis je pense que le podcast permet vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment même ça, même la stratégie du podcast, c'est vraiment de parler vraiment avec des gens de différentes opinions, donc ça va créer en tout cas des perspectives très différentes. Peut-être toi, tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendu parler de ta vie, et ça va t'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et moi, j'apprends tellement à chaque épisode, je suis tellement content de faire cette aventure-là, pour vrai. Merci beaucoup encore une fois, Stéphanie. Merci à toi, c'était vraiment le fun. Et à la prochaine. À la prochaine.